16h45, c'est l'heure de votre grand dossier sur LCI consacré à cette question cet après-midi. Allons-nous vers un retour de la guerre ou un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis? Tout s'est accéléré cet après-midi après l'annonce de Téhéran d'une phase de finalisation d'un accord avec Washington. De son côté, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, confirme de réelles avancées sur les négociations. Que contiendrait cet accord sur le nucléaire, sur le détroit d'Ormuz? On se posera toutes les questions dans le grand dossier. Est-ce que l'hypothèse d'une reprise des frappes est totalement écartée? Pas forcément. Vous allez le voir que les signes ces dernières heures se sont malgré tout accumulés, notamment sur des frappes américaines et la réponse de Téhéran. Voilà pour le programme. Et d'abord, écoutons le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui cet après-midi confirme que de réelles avancées ont eu lieu dans les négociations avec Téhéran. Comme je vous l'ai dit sur le dossier iranien, des progrès ont été réalisés, même à l'instant où je vous parle. Un accord est possible aujourd'hui, demain ou dans quelques jours. Il est possible que nous ayons des annonces à faire. Le problème doit être réglé, comme l'a dit le président, d'une façon ou d'une autre. L'Iran ne doit jamais posséder d'armes nucléaires. Le détroit doit rouvrir sans péage. Ils doivent remettre leur uranium enrichi. Et je présente mes invités pour ce grand dossier. Magali Barthès, bonsoir, éditorialiste du service international LCI. Vincent Crouzet est également avec nous. Bonsoir Vincent, Quentin. Expert en renseignement, écrivain, ancien espion, auteur de votre autobiographie Le jour où je suis devenu espion aux éditions de l'Observatoire, un livre passionnant, je ne peux que vous le conseiller. Le général Vincent Desportes est également avec nous. Bonsoir. Général, ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po HEC, auteur également d'un formidable livre, Le voici, Stratégie, les essentiels aux éditions Odile Jacob. Foncez-y également si vous ne l'avez pas lu, il est passionnant. Et puis Stéphane Marchand est également avec nous. Bonsoir, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du magazine économique pour l'Écho, ex-correspondant à Washington pour Le Figaro. Voilà pour le casting de ce grand dossier, mais évidemment l'information, on va revenir sur ces dernières déclarations iraniennes notamment. Tout s'est accéléré ces dernières heures lorsque Téhéran nous annonce donc une phase de finalisation d'un accord avec Washington. On va pas se le cacher, ça a surpris tout le monde. Magali Barthès, on savait qu'il y avait eu des négociations, notamment par le biais du Pakistan, avec un maréchal, le chef d'état-major pakistanais qui était là à Téhéran aujourd'hui. Finalement, il semblerait qu'il se soit passé des choses, en tout cas, qu'on avance dans ce processus de négociation. La pression a été très 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 forte du côté américain et les intimidations du côté iranien également. Et c'est vrai que tout ça a eu lieu avec en toile de fond ces pourparlers qui ont continué. Et c'est vrai que le chef d'état-major pakistanais qui a rencontré les plus hautes autorités iraniennes, notamment le chef des gardiens de la révolution aujourd'hui, a l'air de dire qu'en effet on a accéléré, on est passé à un échelon supérieur. Après, attention, parce qu'on attend toujours une réaction officielle américaine, à part celle de Marco Rubio, mais qui dirait véritablement on a signé le protocole d'accord. L'idée, manifestement, et on en parle quand même depuis plusieurs jours, ce serait donc un protocole d'accord signifiant la fin des hostilités et finalement l'ouverture de négociations sur un certain nombre de sujets, les plus épineux, à commencer par le nucléaire, dans la foulée. Donc, fin de la guerre aujourd'hui, est-ce que ça veut dire fin du blocus, libération du détroit d'Ormuz? On a l'impression qu'en fait, c'est un morceau de papier et que les éléments les plus difficiles sont quand même remis à une négociation qui va ensuite commencer. Mais c'est vrai que tout ça s'est déroulé dans un contexte de menaces des deux côtés, avec notamment les Américains et Donald Trump annulant sa présence au mariage de son fils, annulant sa partie de golf et disant « je reste à Washington parce que j'ai des choses très importantes à gérer ». Donc cette montée de tension aurait peut-être permis de débloquer quelque chose. Et on verra justement les éléments, ces signes, cette montée de tension et ces menaces notamment américaines. Général Vincent Desportes, quelle a été votre réaction cet après-midi lorsque vous avez vu cette déclaration? Est-ce que il faut y voir juste de la communication ou au contraire on peut quand même se dire qu'il se passe des choses en coulisses? Écoutez, moi je crois que j'ai été un peu moins surpris peut-être que Madame Barthès, parce que... Je suis pas été spécialement... Non, moi je pense pas avoir été spécialement surprise. Je pense que en fait on ne savait pas de quel côté la balle allait retomber.
et on ne sait toujours pas. Bien sûr. Donc, quand je dis ça, je dis qu'au fond, on savait que chacun des deux acteurs souhaitait que ça ne se fasse pas. Et donc, on en est là. Mais je dirais, on n'est pas totalement surpris, mais on ne serait pas totalement surpris non plus que les choses recommencent après un certain laps de temps. Donc là, on fait du Mitterrand, on donne du temps au temps. Bon, très bien. Et chacun en a besoin. Le Trump en a besoin pour un certain nombre d'échéances qu'on connaît. Quant aux Iraniens, ils en ont besoin pour conforter encore leur capacité de défense et de riposte. Donc voilà, je crois que c'est bien. Je crois qu'il faut s'en féliciter. Ce qui est bien, c'est que les Américains, pour l'instant, négocient à l'américaine, c'est-à-dire tout ou rien. Et là, ils sont passés dans une négociation à l'anglaise, c'est-à-dire je prends ce que je peux et puis je vais encore essayer d'améliorer mes positions. Enfin, aujourd'hui, on ne peut que se réjouir. Je crois que seul Netanyahou aujourd'hui se plaint de cet accord provisoire. Et on se posera la question notamment de la réaction israélienne. Vincent Crouzet, votre analyse, vous, de la situation? Bon, pour l'instant, ça va être un accord sur un calendrier, sur une temporalité. Donc, ils vont s'accorder une trentaine de jours ou 60 jours pour mettre en place en fait un calendrier de négociation sur une quinzaine de points, avec en point d'orgue le problème du contrôle de ces 440 kilos d'uranium enrichi, le problème du contrôle sur les détroits d'Ormuz, etc. Mais pour l'instant, on est essentiellement sur une question de temporalité. Alors maintenant, ça arrange énormément Trump parce qu'il a 3 rendez-vous importants dans les 40 prochains jours. Le 11 juin, l'ouverture de la Coupe du Monde de foot. Le 14 juin, son 80e anniversaire. Et le 4 juillet, les 250 ans de la proclamation de l'indépendance des États-Unis. Donc il veut surtout pas être emmerdé sur ces 3 dates. Donc pour l'instant, lui, ça l'arrange très bien. 60 jours, a priori, 60 jours de négociations avec les Iraniens, permettant ensuite de renouveler un calendrier soit d'affrontement, soit de repartir sur des négociations. Pour lui, c'est parfait. Stéphane Marchand, juste avant de vous donner la parole, on va prendre la direction de Doha, au Qatar. On retrouve notre envoyé spécial, Elisa Cléache, parce que, évidemment, on a vu, on a été étonnés, en tout cas les invités moins que nous, mais nous peut-être naïvement, de cette avancée spectaculaire, il faut le dire, cet après-midi de ces négociations. L'optimisme aussi du côté américain et du côté des Iraniens. Il faut noter également, Elisa, que là où vous vous trouvez, notamment au Qatar, les pays du Golfe et notamment les Qataris se sont investis massivement quand même ces derniers jours, ces dernières semaines, dans ce processus de négociation. Oui, effectivement, surtout le Qatar, donc où je me trouve actuellement, puisqu'ils ont envoyé une délégation ces derniers jours à Téhéran pour rencontrer les responsables iraniens et même le ministre iranien des Affaires étrangères. L'émir du Qatar lui-même a même appelé directement Donald Trump pour lui demander de ne pas relancer des nouvelles frappes sur l'Iran. On sait également, grâce à des médias américains, que l'Arabie Saoudite a continué de jouer un rôle dans ces discussions, et même les Émirats Arabes Unis, qu'on sait plus offensifs, se sont rangés du côté des négociations, justement pour éviter les représailles de Téhéran. Donc bien sûr, à court terme, ces pays du Golfe pourraient se réjouir effectivement d'un possible accord qui serait trouvé entre Téhéran et Washington, parce que c'était surtout la reprise des frappes qui les inquiétait ces derniers jours. En revanche, il faut bien indiquer que ce qu'ils craignent, c'est que cet accord ne permette pas de rétablir la sécurité et la stabilité dans la région. Encore hier, des dirigeants imiriens indiquaient que certes un accord devait être conclu, mais qu'il devait prendre en compte les failles croissantes et les failles durables de cette instabilité dans la région, justement pour éviter tout futur conflit. Donc c'est bien sûr ce qui les inquiète. En revanche, un petit peu plus sur le temps long dans cet accord, puisqu'ils craignent qu'il ne soit désormais laissé tout seul, en quelque sorte laissé pour compte par Washington, et qu'il se retrouve seul face à une menace iranienne toujours importante. Elisa Cléache, envoyée spéciale au Qatar, à Doha. Stéphane Marchand, Donald Trump a écouté cette fois ses alliés du Golfe, émiratis, qataris, justement, pour ces négociations? Alors, tous ces alliés-là sont de plus en plus virulents quand ils s'adressent à Donald Trump, parce que pour pas mal d'entre eux, le conflit est une catastrophe. Et ils n'ont rien demandé. Ensuite, comme le faisait remarquer Vincent Crouzet, Donald Trump se retrouve devant la situation classique depuis le début du conflit. Il est beaucoup plus pressé que les Iraniens. Et donc, il a intérêt à s'engager sur un accord sur des dates, c'est-à-dire sur rien du tout, en réalité, parce que sur les 4 sujets qui sont importants dans cette guerre, il est en recul par rapport aux Iraniens. Sur le nucléaire, par exemple, tout indique qu'il y a une reculade
qui se prépare pour arriver à un accord qui ne serait pas de meilleure qualité du point de vue américain que celui conclu par Obama il y a quelques années. Et déchiré. Ce qui est déchiré par Donald Trump, ce qui serait pour Donald Trump une humiliation politique complète. Sur la question du détroit d'Ormuz, qui finalement lui a été imposée par les Iraniens ont encore la main sur ce sujet-là, au point qu'ils ont inventé une autorité qui va être chargée de réguler la circulation sur les détroits d'Ormuz et de prélever des droits de passage. En compagnie de l'Émirat d'Oman, en plus, qui est en principe un allié américain. Donc la situation est tellement mauvaise sur le fond qu'on imagine qu'il fasse preuve d'imagination sur la forme. C'est ce qui vient de se passer avec ces déclarations de Marco Rubio et le calendrier que vient d'expliquer Vincent. C'est vrai que c'est très intéressant votre analyse. Vous parlez, je vous cite, de reculade, parce qu'effectivement, d'après les premières informations, il faut rester très prudent. Le nucléaire, d'après les médias iraniens, ne ferait pas partie, en tous les cas, de ces premiers points d'accord. Et vous le voyez, la fin du blocus américain, lui, fait partie de l'accord. Alors évidemment, pour le moment, on n'a que la version iranienne. Donc il faut encore une fois prendre des pincettes. Il faut se méfier, il faut faire attention et il faut attendre la réaction officielle ensuite de l'administration Trump. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas. Enfin, les Américains, eux, voulaient que tout soit inclus dans la négociation tout de suite, y compris la question du stock d'uranium enrichi, et que manifestement les Iraniens, si l'on en croit leur première déclaration, remettent ça aux négociations qui vont ensuite s'ouvrir. Mais après, je pense qu'on peut faire confiance quand même à Donald Trump pour vendre à son opinion publique ce qui va être un succès énorme à ses yeux. C'est-à-dire qu'il va insister sur le fait que grâce à la pression qu'il a mise, il dira qu'il a obtenu un certain nombre d'avancées du côté des Iraniens. Et comme les négociations vont s'étaler, d'après ce que l'on comprend dans le temps, voilà, un sujet chassant l'autre, il n'aura pas tout de suite à rendre des comptes sur, en effet, les différences entre l'accord nucléaire qu'il aura éventuellement signé et celui de Barack Obama. Il est quand même champion pour vendre à son opinion publique son narratif à lui, et on peut lui faire confiance. C'est ce qu'il va essayer de faire en disant qu'il a gagné et réussi à tordre le bras des Iraniens. Général Vincent Desportes, si c'était avéré, encore une fois, parce que l'information vient du côté iranien, la fin du blocus américain qui ferait partie de l'accord, ce serait une reculade de Donald Trump sur le sujet ? Écoutez, ce pauvre Donald Trump, de toute façon, il s'est mis dans un piège. Tout laisse penser qu'on va sortir sur une situation globale qui sera plutôt moins bonne que celle qui prévalait le 27 février dernier. Si le détroit d'Ormuz était évidemment absolument pas bloqué au début de la guerre, comme ça a été dit, l'accord du JCPOA était meilleur, etc. Donc toute cette affaire-là apparaît bien comme un échec américain. Et c'est pour ça qu'il va falloir, les Américains vont quand même s'en apercevoir, et donc il va falloir assez rapidement qu'ils fassent oublier cet échec, parce que c'en est un, et donc, comme on le dit depuis un certain temps, il est possible qu'ils soient obligés de trouver un autre sujet brûlant pour détourner violemment, éventuellement, l'attention des téléspectateurs sur un autre sujet. Alors évidemment, Magali Barthez, vous l'avez évoqué, peut-être que tout ça vient grâce ou à cause, ça dépend de quel côté on se place, après les menaces américaines, notamment cette récurrence de messages très véhéments, si je puis dire, ces dernières heures du côté américain et du côté de Washington. On vous en a fait une petite compilation. Il y a d'abord eu notamment ces avions B-2 hier soir exhibés sur les réseaux sociaux, notamment par un membre de l'administration de Trump. C'est Dan Scafino. On rappelle que c'est l'adjoint du chef du cabinet de la Maison-Blanche. Donc ce n'est pas n'importe qui. On ne parle pas d'un conseiller obscur. C'est vraiment quelqu'un qui représente la Maison-Blanche de façon totalement officielle. On a vu également, vous allez voir cette carte qui a été affichée il y a quelques heures par Donald Trump, juste avant d'ailleurs la déclaration de Marco Rubio. La voici, c'est une carte donc publiée sur son réseau social, et vous reconnaissez le pays iranien, tout simplement colorié du drapeau américain. Vincent Crouzet, évidemment, c'est une provocation, mais
c'est intéressant de voir la séquence de communication et de diplomatique. Je rappelle, cette carte, elle a été publiée quelques minutes avant cette déclaration de Marco Rubio sur des avancées de négociation. Oui, avec les déclarations belliqueuses des 48 dernières heures, on se demande par quel tour de magie, tout d'un coup, en quelques heures, on serait arrivé à un accord formidable entre l'Iran et les États-Unis. Mais il est possible que la partie se soit jouée il y a une semaine à Pékin, en fait. Moi, ce qui me pousse à dire ça, c'est tout de même l'activisme forcené diplomatique du Pakistan, qui, on le sait, a le fer aux deux feux, hein, côté américain et côté chinois. La Chine est un partenaire privilégié du Pakistan. Et la personnalité d'Asim Mounir, du maréchal Asim Mounir, est très intéressante. C'est l'ancien attaché militaire pakistanais à Washington, à l'occasion donc du premier mandat de Trump. Trump, d'ailleurs, avait adoré la présence de Mounir, qui était très proche du Pentagone à cette époque-là. Peut-être trop proche, d'ailleurs. Il est resté très peu de temps patron des services secrets pakistanais, 8 mois seulement, parce qu'on le suspectait d'être trop proche de la CIA. Donc c'est un homme qui a totalement la confiance des Américains. Et puis on sait les Chinois très très présents effectivement pour aboutir à des négociations, à un moratoire notamment sur la libre circulation dans le détroit, et donc la levée des deux blocus à la fois iranien et américain. Alors l'autre menace brandie par les Américains, je vous le disais tout à l'heure, sont ces B-2 qui sont réapparus comme ça. Vous savez, ce sont ces bombardiers américains dont on a beaucoup parlé cet été. On va les voir en images dans quelques instants. On se souvient tous de cette forme presque ovni, je ne sais pas comment on pourrait employer ce mot. On va faire un point avec vous, Pierre-Olivier Dantan, parce que c'est une arme fatale pour l'armée américaine. En tout cas, aujourd'hui, d'après les Américains, d'après l'administration de Trump, ils seraient prêts à repartir au combat. Effectivement, Quentin, et je vous propose d'ailleurs de regarder cette séquence dont vous parliez à l'instant, qui a été diffusée cette nuit par Dan Scavino sur ses réseaux sociaux. Et vous le disiez, Dan Scavino, très proche conseiller de Donald Trump. Regardez. Les États-Unis, vous le voyez, qui exhibent leur fameux bombardier B-2. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que Dan Scavino, quelques heures plus tard, publie une deuxième vidéo très courte, cette fois-ci celle d'un B-2 dans un hangar. La lumière s'allume soudainement, le B-2 est prêt à décoller. La concordance des temps est intéressante aussi. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, le 27 février dernier, regardez ce que ce même Dan Scavino avait publié sur ses réseaux sociaux. Encore une fois, des avions B-2, déjà à l'époque. Et qu'est-ce qui s'était passé le lendemain ? Les États-Unis et Israël avaient lancé leur opération militaire en Iran avec ces frappes, notamment sur le bunker où se trouvait Ali Khamenei. Et ce n'est pas anodin comme message, parce que ces bombardiers B-2, c'est l'un des engins les plus performants de l'armée américaine. Clairement, Quentin, l'un des joyaux de la technologie de guerre américaine, tout est pensé, optimisé. Par exemple, les images de ce B-2 dans le hangar qu'on voit en ce moment, eh bien ce hangar, il faut savoir qu'il est réfrigéré justement pour que l'avion ne perde pas de sa furtivité. Coût de production d'un B-2, je le rappelle, 2 milliards de dollars environ. C'est un appareil beaucoup plus discret qu'un avion classique. Il a été conçu à l'origine pour être difficile à détecter par les radars. Il a une envergure de plus de 50 mètres et peut transporter jusqu'à 35 tonnes de bombes et de missiles, les fameuses bombes GBU notamment, qui ont servi à frapper plusieurs sites nucléaires au mois de juin dernier en Iran. Et ce B-2, pour finir, il doit être remplacé à terme par sa version améliorée, le B-21 Raider. Pete Hegseth a justement publié cette vidéo jeudi dernier, message clair envoyé à Téhéran, ici avec ces images du B-21. Merci beaucoup Pierre-Olivier Dantan, c'était complet. Général Vincent Desportes, juste avant le grand dossier, on recevait sur ce plateau le général François Chauvency, qu'on connaît bien sur LCI. Il envisageait, en tout cas il ouvrait la porte possible, malgré ces négociations qui avancent, eh bien de frapper. La possibilité, l'hypothèse d'une frappe n'est pas écartée malgré ces négociations. Est-ce que ça pourrait être également un leurre américain, le fait de négocier comme ça officiellement pour pouvoir mieux frapper ensuite? Écoutez, le track record, comme disent les Américains, est pas très bon, hein, parce que les frappes du 12 juin ont eu lieu alors que les négociations étaient en cours. Le début de la guerre du 28 février a eu lieu alors que l'on disait qu'un certain nombre de progrès se faisaient dans les négociations. Alors qu'ils nous refassent
le coup une troisième fois, le Donald, ça n'est pas totalement impossible. Mais enfin, encore une fois, moi je pense qu'il a tellement intérêt à ce que ça s'arrête au moins pendant un certain temps que on devrait s'en tenir là au moins pendant un certain temps. Ça ne présume en rien ou ne préjuge en rien évidemment de l'avenir, mais peut-être une fois que d'autres échéances qui ont été rappelées se seront passées. Stéphane Marchand, on parle quand même là, pour revenir à ces bombardiers B2, de fleurons de l'industrie, de l'armée américaine. Ces messages, ils ne sont pas anodins. Encore une fois, malgré tout ce qui s'est passé ces dernières heures, on ne peut pas exclure, encore une fois, le retour des frappes. Alors, on ne peut pas l'exclure. C'est le fleuron, vous l'avez rappelé à juste titre, de l'aviation américaine. Et pourtant, c'est tout de suite ce qui me vient à l'esprit, et pourtant, ils se sont acharnés sur l'Iran pendant 12 jours en juin 2025. Je ne sais pas s'ils ont recommencé cette fois-ci, mais toujours est-il que les résultats ne sont pas là. Les résultats ne sont pas là. Deuxièmement, est-ce que ça pourrait être un leurre ? Bien sûr que oui, mais dans l'histoire, on a très souvent vu, au moment où deux parties parvenaient à une solution dans une négociation très très difficile et très tendue, guerre du Vietnam par exemple, à ce moment-là, la violence était à son paroxysme, précisément pour cette raison. Parce qu'il faut, au dernier moment, pour arracher une ligne ou une demi-ligne sur le traité, eh bien, il faut montrer sa force. Vincent Crouzet. Non, Scavino, il fait un peu un Pizzagate avec le B2. Vous savez, le Pizzagate au Pentagone, où on observe les livraisons de pizza pour savoir si c'est une activité un peu plus importante ou pas. Ce qui est intéressant avec Scavino, c'est qu'il prend de plus en plus d'importance parce que Suzy Walsh a des gros problèmes de santé. Et donc, le Chief of Staff adjoint est en train de prendre énormément d'importance. Donc, c'est un personnage dont on entendra énormément parler dans les prochaines semaines. Et qui a énormément suivi toute la campagne de Donald Trump, qui a vraiment accompagné la montée en puissance de Trump. C'est vraiment en effet un conseiller de la première heure et qui connaît parfaitement tous les codes des réseaux sociaux et qui se fait vraiment un malin plaisir à occuper cet espace médiatique avec des vidéos comme celles que l'on peut voir et qui parfois en fait font un peu écran de fumée, on sait même plus ce que ça veut véritablement annoncer, et c'est quand même un peu la tactique de cette administration Trump, semer le doute en permanence, essayer de cacher les véritables intentions d'un Donald Trump qui serait incroyablement imprévisible. En fait, c'est aussi ça. Ce serait le mode la façon dont Donald Trump a l'habitude de créer et de faire ses deals en maniant cette théorie du fou dont on a beaucoup parlé. C'est la fameuse stratégie du fou dont on évoque souvent lorsqu'on parle de Nixon à l'époque et qui n'avait pas fonctionné. Et qui n'avait pas fonctionné. Rappelons-nous, il a bien essayé, mais ça n'a pas fonctionné. À la fin, le Vietnam, au bout de 4 ans de négociations, après 3 Rolling Thunder, le Vietnam a lâché. Donc la théorie du fou, peut-être, mais elle n'a pas fonctionné. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que les signes se sont accumulés ces dernières heures, ces derniers jours. On le voit avec ces messages plutôt véhéments de la part des Américains. On a vu aussi également, on en parlait déjà les semaines précédentes, des afflux de matériel important du côté d'Israël, de la matériel américain. On pense notamment à des avions également de commandement américains qui sont prêts justement à être déployés. On parle souvent de l'aéroport de Ben Gurion en Israël, qui est presque devenu une base militaire américaine, selon les dires de certains sur place. Et d'après les informations également, Israël, évidemment, verrait, en tout cas, on se pose la question de leur positionnement par rapport à cet accord qui est en phase de finalisation, entre guillemets, du côté des Iraniens, en tout cas ce que les Iraniens nous en disent. On va prendre la direction justement de Tel Aviv. On retrouve notre correspondante sur place, Bethsabée Salem. Bethsabée, bonjour. D'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, comment réagissent, est-ce que Israël a réagi à cette phase d'accord en finalisation d'après les médias iraniens? Comment se positionne Israël par rapport à une reprise des frappes américaines depuis plusieurs jours? Tous les scénarios sont permis. Tous les scénarios sont permis. C'est-à-dire que tant c'est-à-dire que tant qu'un accord n'est pas signé, eh bien une guerre est possible, et une guerre est possible à tout instant. C'est vraiment le ressenti qu'on a à la fois sur les plateaux télé et quand on parle avec des responsables sécuritaires ici. Et bien sûr, il y a cette inquiétude face à un accord qui, de ce qu'on voit ces derniers jours, serait certainement un mauvais accord
pour Israël. Pourquoi ? Parce que un accord qui ne réglerait qu'à moitié la question du nucléaire et qui laisserait de côté les questions balistiques et la question des proxys, ce serait un accord très inquiétant pour Israël, bien évidemment, puisque finalement, sans renverser le régime, eh bien, il faut à la fois ressortir l'uranium enrichi, démanteler tout le programme nucléaire et le programme balistique. Ce sont des objectifs qui sont pas du tout atteignables au jour d'aujourd'hui. Et en plus, on voit bien que les États-Unis s'éloignent des objectifs d'Israël et sont beaucoup plus concentrés sur le détroit d'Ormuz. Merci beaucoup, Belsabé Salem, correspondante en Israël à Tel Aviv. Ce serait un échec pour Israël, le scénario noir, un accord finalisé entre les États-Unis et Téhéran ? Ah oui, considérable. Je pense que les Israéliens doivent fulminer. En plus, il y a des gros problèmes personnels entre Trump et Netanyahou. Je vous rappelle que Trump a dit Netanyahou fera ce que je lui demanderai de faire. Donc, ce qui est quasiment insultant, un chef d'État à un chef de gouvernement. Non, les Israéliens. Remarquons qu'il était quand même beaucoup plus poli qu'avec le Saoudien. Oui, non, mais effectivement, il ne peut pas imposer un échange de fesses à tout le monde. Mais c'est pas imaginable. Ceci dit, c'était une énorme erreur avec MBZ. Bien sûr. Parce que concernant, il n'a pas très bien compris la personnalité d'un chef bédouin et d'un chef d'État saoudien. Du moins un chef de gouvernement saoudien. Non, je voudrais rappeler quelques chiffres frappants, moi, qui m'ont frappé hier, je les ai regardés. Budget militaire des États-Unis, 1000 milliards de dollars. Budget militaire d'Israël, 235 milliards de dollars. Budget militaire iranien, 23 milliards de dollars. Comment peut-on imaginer que devant une telle puissance de frappe, la plus extraordinaire puissance de frappe militaire qui n'ait jamais été emmagasinée au cours de l'histoire, les Iraniens sont encore capables de tenir tête à cette armada? C'est absolument invraisemblable. Signifiant bien qu'il y a des problèmes de management, de stratégie, de protocole d'engagement. De renseignement aussi, ou du moins d'utilisation à bon escient du renseignement qui est apporté, qui est capté, parce que je pense qu'ils ont les meilleurs capteurs de renseignement au monde, à la fois les Américains et les Israéliens sur cette zone. Comment expliquer cette faillite américaine? Moi, je veux bien que la guérilla, effectivement, le rapport du faible au fort, on soit capable de trouver des méthodes pour contrer, etc., et résister à un certain nombre de temps. Mais là, c'est absolument invraisemblable. Et je comprends que les Israéliens, forts de ce capacitaire, ne comprennent pas, justement, cette espèce de latence américaine en permanence sur ce sujet. Eh bien, on va continuer de se poser la question dans le grand dossier. Restez avec nous juste après la pause, parce qu'on reviendra donc sur cette phase de finalisation d'un accord, en tous les cas, selon Téhéran, et on reviendra notamment sur les messages aussi véhéments de la part des Iraniens ces dernières heures qui se montraient prêts à une riposte en cas d'attaque des États-Unis. Restez avec nous. À 17h16, la suite de votre grand dossier consacré à cette question ce soir. Allons-nous vers une reprise des frappes américaines d'Israël sur l'Iran ou dirigeons-nous vers un accord entre Washington et Téhéran? C'est toute la question après ces derniers développements. Mais d'abord, le rappel des titres avec en premier lieu la France qui interdit l'accès à son territoire à Itamar Ben-Gvir. Décision du Quai d'Orsay prise en réponse à la publication cette semaine de 7 vidéos de militants de la flottille pour Gaza agenouillés, tête au sol et les mains liées, après leur interception en mer en présence du ministre israélien, multipliant les provocations, des agissements inqualifiables, a dénoncé encore aujourd'hui Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. Un coup de grisou a tué au moins 82 mineurs dans le nord-est de la Chine. Bilan lourd à l'instant revu à la baisse par les autorités chinoises qui promettent de punir sévèrement les responsables et ordonnent la répression des activités minières illégales à l'échelle nationale. Au total, 247 mineurs se trouvaient sous terre dans la mine de charbon de Lianshui lorsque l'explosion s'est produite hier soir. Et puis le couple de Français soupçonné d'avoir abandonné 2 jeunes au bord d'une route au Portugal va être placé en détention provisoire, a décidé samedi le tribunal de Setúbal en lui imputant des faits de mise en danger ou abandon. L'homme de 55 ans est pour sa part également accusé d'un crime de coups et blessures aggravées sur l'un de ses enfants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On continue de parler de la situation en Iran et des derniers développements. Je vous le disais,
protocole d'accord en phase de finalisation selon Téhéran. De l'autre côté, les Américains qui annoncent que les pourparlers ont avancé ces dernières heures. Mais dans ce contexte, évidemment, on en a parlé, les Américains ont menacé avec leurs images, avec des déclarations des uns et des autres. Et de l'autre côté, évidemment, les Iraniens également ont gonflé les muscles, si je puis dire. On va prendre la direction de Téhéran. On va retrouver notre correspondant RFI France 24 à Téhéran, Siavosh Ghazi, parce que dans ce contexte, les Iraniens, encore une fois, ont rétabli leurs menaces en menaçant d'une certaine manière de frapper beaucoup plus fort qu'avant la guerre. Écoutez. C'est lors de sa rencontre avec le chef de l'armée pakistanaise, le général Munir, que Mohammad Bagher Ghalibaf, le chef des négociateurs iraniens, a lancé cette mise en garde aux États-Unis. Si jamais les États-Unis frappent l'Iran, la réponse sera écrasante, a affirmé Mohammad Bagher Ghalibaf, qui est la figure montante du pouvoir iranien. Il a ajouté que les forces armées iraniennes avaient reconstruit leur capacité militaire depuis le cessez-le-feu il y a maintenant plus de 40 jours et donc l'Iran avait la possibilité de frapper encore plus durement à la fois les cibles américaines mais aussi les monarchies arabes du Golfe Persique ainsi qu'Israël. Déjà hier, plusieurs responsables des gardiens de la révolution ont lancé de telles mises en garde en affirmant que la réponse de l'Iran sera très dure en cas d'attaque américaine, que l'Iran fera regretter aux États-Unis toute action militaire contre son territoire. Donc le ton est donné à la fois par les militaires, par les officiels militaires, mais aussi par les responsables politiques, puisque c'est le chef du Parlement iranien qui vient de lancer de nouveau cet avertissement à Donald Trump. Voilà donc pour cette menace iranienne qui s'est précisée ces dernières heures. Général Vincent Desportes, est-ce qu'on peut vraiment croire que l'Iran a tout reconstruit en quelques jours seulement, leur arsenal militaire? On parle de missiles, on parle de lanceurs. Est-ce qu'on peut légitimement croire qu'ils ont tout reconstruit? Écoutez, tout probablement pas, mais je crois qu'il n'est pas mauvais de croire ce que disent les renseignements américains, qui ont fuité ou laissé fuiter le fait que effectivement, contrairement d'ailleurs à ce que disaient les officiels américains, Trump et le commandant, le général, l'amiral commandant CENTCOM, ont conservé ou reconstruit une partie importante de ce qui avait été détruit. On peut évidemment faire confiance aux Iraniens, en tout cas pour s'être mis au travail dès le début de la trêve et d'avoir travaillé d'arrache-pied dans leurs différents bunkers pour arriver à reconstruire tout ça. Donc je ne sais pas s'ils ont tout reconstruit, mais que leur capacité de nuisance soit redevenue extrêmement importante, nul ne peut en douter aujourd'hui. Et je pense bien que Trump ne doutait pas que s'il relançait les frappes, eh bien les frappes sur les pays du Golfe auraient été effectivement extrêmement importantes. Je continue de citer le régime de Téhéran, des gardes de la Révolution. Ils se disent prêts à riposter avec un tout nouveau scénario. Stéphane Marchand, ce scénario-là, on a vu des attaques sur les pays du Golfe, on a vu évidemment des attaques sur Israël, un tout nouveau scénario. Ça veut dire que l'Iran peut encore attaquer davantage, frapper davantage qu'il ne l'a fait auparavant? Connaissant les Iraniens, on peut se dire qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore essayé pendant cette guerre, c'est le terrorisme pur et simple. Une activité dans laquelle ils sont spécialistes. Ils l'ont fait dans plein de pays du monde, ils l'ont fait en France, ils l'ont fait en Argentine, ils l'ont fait à très nombreuses reprises. Ils sont formés à ça et ils ont une sorte de justification idéologique prête à porter pour cette activité si jamais ils venaient y recourir. Mais franchement, ont-ils besoin de ça aujourd'hui? Ils sont dans une position telle qu'ils n'ont pas besoin de frapper fort pour faire très mal. Il suffit de tirer un missile sur un navire, il suffit de bombarder un des Émirats du Golfe Persique et ça provoquera immédiatement une catastrophe politique dans ce pays, des appels frénétiques auprès de Donald Trump et des menaces de désinvestissement, parce que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est quand même de l'argent. Il y a une lutte mondiale pour la suprématie dans l'intelligence artificielle entre la Chine et les États-Unis. Pour la gagner, l'Amérique a besoin d'énormément d'argent, des milliers de milliards de dollars. Ce sont des sommes difficiles à imaginer. Et il compte énormément sur les Émirats du Golfe pour fournir une partie de cette somme. Et si les Émirats doivent se reconstruire, ou si les Émirats ont définitivement perdu confiance dans les Américains, eh bien à ce moment-là, la réalité c'est que c'est une catastrophe pour les Américains.
Vincent Crouzet, Stéphane Marchand parlait de terrorisme. Ça peut être la nouvelle arme de Téhéran si la guerre se poursuivait et les frappes reprenaient ? Non, mais Stéphane a tout à fait raison. Je vous rappelle qu'il y a 3 jours, le Parlement iranien a mis la tête à prix de Netanyahou et de Trump pour 50 millions de dollars. Alors ça ne signifie pas qu'ils frapperont directement eux-mêmes, mais il y a bien des milliers de cinglés aux États-Unis qui sont surarmés, qui peuvent prendre ça à la lettre et justement essayer de monter des tentatives d'attentats contre Trump. Donc et cela à moins d'une vingtaine de jours quand même de l'ouverture de la Coupe du Monde. Donc c'est un point sur lequel le FBI travaille. C'est une éventualité que le FBI n'exclut pas du tout. Il y a un travail considérable des services de sécurité américains dans un moment compliqué parce que la directrice nationale du renseignement Tulsi Gabbard donc a démissionné hier, apparemment pour des problèmes de santé personnelle de son époux, mais plus vraisemblablement aussi en raison de la fragilisation de la communauté américaine du renseignement et peut-être aussi de fuite à la presse qui pourrait lui être imputée d'ailleurs personnellement. Voilà, donc tout ça, effectivement, la question du terrorisme est quelque chose de prégnant et dans un moment extrêmement sensible. C'est pareil, le 4 juillet, il y aura des foules considérables à Washington pour les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Et là, à ce moment-là, l'Amérique sera très vulnérable. Magali Barthès, on a le sentiment que si la guerre reprenait demain, après-demain, en tout cas dans les jours qui viennent, la guerre serait beaucoup plus intense, beaucoup plus étendue, massive. Vous partagez également cet avis ? En tous les cas, ça a été vraiment la menace des Iraniens, parce que on a bien vu que pendant la première campagne de bombardement, enfin les semaines qui ont suivi le 28 février, finalement les Iraniens ont quand même anticipé des semaines de frappe et ont certainement aussi économisé un peu leur stock de missiles. Et là, les menaces qu'ils faisaient planer, c'était vraiment d'envoyer beaucoup de ce qu'ils avaient pour justement faire plier et envoyer un message extrêmement ferme aux Américains immédiatement. En tous les cas, c'était la grande inquiétude du côté des Israéliens. Et puis on voit bien à quel point ils commençaient à aussi déclencher un peu plus leur proxy. Il y a eu le week-end dernier une frappe sur une centrale nucléaire aux Émirats Arabes Unis. On a découvert dans les jours qui ont suivi que ces drones n'étaient pas venus d'Iran, mais des milices chiites irakiennes. Donc manifestement une volonté aussi de de déclencher une partie de ces groupes qui soutiennent l'Iran aux 4 coins de ce Moyen-Orient, avec les Houthis aussi, cette menace qui finalement n'avait pas été complètement déclenchée par les Iraniens, mais là aussi où on sentait une volonté de menacer la liberté de circulation dans le détroit de Bab el-Mandeb. Donc oui, comme les Américains en fait ont fait monter la pression pour essayer d'aboutir sur ces négociations, les Iraniens ont tout fait pour essayer de dissuader les Américains de frapper en faisant monter les enchères et en expliquant qu'ils avaient les moyens, comme le disait Vincent, et c'était une déclaration officielle des gardiens, de frapper au-delà même de la région. Et au-delà de la région, ça veut dire en effet menacer y compris les Européens, et ça veut dire, en effet, déclencher cette menace terroriste. Et justement, les déclarations se suivent et se ressemblent côté iranien sur ces menaces à répétition. Écoutez notamment ce porte-parole des gardiens de la Révolution qui en remettait une couche ces dernières heures. Toutes les forces armées sont plus prêtes que jamais et sont parfaitement préparées. Si l'ennemi commet la moindre erreur, s'il se trompe à nouveau dans ses calculs, elles riposteront avec force et détermination, de manière plus dure et plus douloureuse qu'auparavant. La présence de notre peuple renforce la puissance des forces armées. Général Vincent Desportes, Magali en parlait tout à l'heure, il y a une centrale nucléaire qui a été visée la semaine dernière, c'était une milice chiite pro-iranienne du côté de l'Irak. Là, on voit ce porte-parole des gardiens de la Révolution qui, de manière encore plus véhémente, se met à menacer de part et d'autre, on l'a bien compris, les alliés des États-Unis. Est-ce que les pays du Golfe sont les premiers, la ligne de front de ce nouveau conflit qui peut se relancer les prochaines heures ?
Je crois qu'il n'y a aucun doute à avoir sur ce sujet. C'est la première cible. On l'a expliqué sur ce plateau. Et effectivement, les États-Unis ont besoin des pays du Golfe et pour de multiples raisons. Et c'est l'effet de levier. C'est là où l'effet de levier serait le plus important. Donc que ce soit les premières cibles, c'est absolument évident. Maintenant, il y a une limite aux frappes iraniennes. C'est-à-dire que quand vous avez tout détruit dans les pays du Golfe, vous n'avez plus ce levier-là. Et on voit donc bien qu'on ne peut pas avoir une destruction massive et par exemple on ne peut pas détruire les usines de dessalement d'eau de mer parce qu'il faut que ces gens-là vivent, qu'ils restent là, qu'ils restent sous la menace. Donc on voit bien que quoi qu'il arrive, ça peut être une menace très forte, des frappes puissantes, mais qui ne doivent pas aller jusqu'au bout, jusqu'à la destruction. Sinon, alors là, on perd. Les Iraniens perdent leur plus bel outil à côté du détroit d'Ormuz. Je vous le disais, les éléments qui s'accélèrent au fil des minutes. Regardez cette information, notamment des médias américains, c'est le Financial Times qui nous l'apprend. Cet accord, entre guillemets, cette négociation qui avance entre les Iraniens et les Américains amènerait un cessez-le-feu prolongé de 60 jours. Voilà ce que disent pour le moment les médias américains. On se donne du temps, Vincent Crouzet, visiblement. Alors Quentin, oui, c'est dans le FT, mais dans les médias américains eux-mêmes, je viens de vérifier, et certainement Magali aussi, ça fait pas du tout les gros titres. Les médias américains sont très très prudents. J'ai regardé Washington Post, New York Times, CNN. Ils ne mentionnent pas pour le moment. Alors nous, on anticipe beaucoup parce qu'on est très en pointe. LCI sur l'international, on est capable d'anticiper en plus avec la déclaration de Rubio. Mais pour l'instant, les Américains sont très prudents sur la question. Mais alors, du coup, quand même, si on se dirigeait vers ce scénario, c'est aussi les médias. Tout à l'heure, Lynn Tehini sur ce plateau disait également qu'on se dirigeait sur 60 jours. Il y avait également une question de 30 jours pour un mémorandum également. Donc, encore une fois, pour le moment, les informations arrivent au compte-gouttes, mais on a quand même le sentiment que Donald Trump et les Iraniens aussi, à savoir qui le fait le plus, mais se donnent du temps. C'est exactement ça, Quentin. Chacun a besoin de gagner du temps. On a l'impression que pour les Iraniens, c'est 24 heures par 24 heures. On a vraiment l'impression qu'ils cherchent à intimider et justement à retarder les frappes américaines. Et pour les Américains, ce qui les intéresse, c'est les 40 prochains jours. Donc la tranquillité sur les 40. Donc 60 jours, ça fait sens finalement pour un calendrier raisonnable. Magali Barthès, juste avant de nous donner la parole, si je reprends les arguments de Vincent Crouzet tout à l'heure, avec toutes ces dates dont vous avez énoncées, 60 jours, on rentrerait justement dans cette tranquillité pour Donald Trump avec ses échéances importantes, notamment aux États-Unis. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échéances importantes. La Coupe du Monde de foot qui commence le 11 juin. Et puis, en effet, les 250 ans de la naissance des États-Unis. Et Donald Trump veut vraiment en faire une grande fête et une grande démonstration de puissance de son mandat. Donc, ce sont deux dates extrêmement importantes. Et c'est vrai que cette administration, elle ne veut pas voir ces dates-là en effet menacés par soit des campagnes de frappe, soit des menaces terroristes. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté de gagner du temps. L'idée, là, manifestement, ce serait de signer un protocole d'accord avec 14 points, ça c'est ce que disent les Iraniens, où en fait on se mettrait d'accord en effet sur un cessez-le-feu prolongé, déclarer plus ou moins cette trêve, avec la question d'Ormuz qui serait quand même évoquée dans ces 14 points. Manifestement, les Iraniens ont réclamé une levée du contre-blocus américain. Est-ce qu'ils vont accepter ces conditions ? Est-ce que ce sera donnant-donnant avec une libération aussi du détroit, du passage bloqué par les Iraniens dans le détroit d'Ormuz ? Il faudra regarder ça avec attention. Mais ce qui est absolument capital, c'est que la question du nucléaire et la question du stock d'uranium enrichi ne ferait pas partie là de ce protocole d'accord et en effet serait remis à plus tard, à ces 60 jours de négociations. Donc en effet, ce cadre, ce protocole d'accord en fait permettrait de déclencher une forme de calendrier avec un cadre pour des négociations à venir. C'est un peu l'idée, mais ça permet en fait d'échapper à cette poussée de tension et d'essayer de justement faire retomber la tension de part et d'autre, parce que en effet Donald Trump veut laisser la chance à la négociation et que les Iraniens peut-être aussi on cherche par tous les moyens à éviter cette nouvelle campagne de bombardement. Petite correction. Oui, Stéphane Martin. Les Iraniens, eux, ils ont un objectif qu'ils essayent de cacher.
et Magali l'évoquait à l'instant, c'est la levée du blocus par les Américains des ports iraniens. Parce que dans la totalité de cette guerre, les Iraniens ont une facilité, ils sont du bon côté de la guerre asymétrique. Il y a un point sur lequel ils sont du mauvais côté de la guerre, c'est le pétrole. C'est une puissance un peu comme la Russie, qui dépend de manière cruciale du pétrole. Tous les jours, il y a 200 millions de dollars de recettes qui ne rentrent pas dans les coffres iraniens. Et ça, le blocus des ports par Trump, c'est exactement ce que ça obtient. Donc si Trump voulait vraiment mettre à terre les Iraniens, il ne lâcherait jamais sur le blocus. Et s'il lâche sur le blocus, à mon avis, franchement, là, les Iraniens ont gagné. Et bien justement, on va prendre la direction du Golfe, tout près de ce détroit d'Ormuz, à Doha, au Qatar. On retrouve Elisa Cléache, notre envoyée spéciale à Doha. Elisa, évidemment, les pays du Golfe, notamment les Émiratis et le Qatar, regardent de très près cet accord de négociation entre les Iraniens et les Américains. Oui, tout simplement parce qu'ils n'auraient rien à gagner en cas de reprise des hostilités entre Téhéran et Washington. Et c'est notamment pour cette raison qu'ils ont tant voulu peser dans ces négociations. On sait qu'une délégation qatari s'est rendue à Téhéran pour rencontrer les responsables iraniens et notamment le ministre iranien des Affaires étrangères. L'émir du Qatar s'est lui-même entretenu avec Donald Trump. C'est le cas également des Émirats arabes unis, tout simplement pour demander au président américain de ne pas frapper l'Iran par peur des représailles de Téhéran. Un possible accord entre Washington et Téhéran serait également une bonne nouvelle pour les pays du Golfe puisque cela enverrait un bon signal sur la scène internationale et cela permettrait notamment de relancer peut-être leur commerce et leur tourisme qui ont tant été affectés, rappelons-le, depuis le début de cette guerre. Donc ce serait une bonne nouvelle pour ces pays du Golfe et ils pourraient s'en réjouir si effectivement un accord était conclu. En revanche, ils ont bien conscience que des incertitudes persistent, notamment autour de l'épineuse question du détroit d'Ormuz qui n'est toujours pas réglée. Ils s'inquiètent bien sûr de ces frais de service que ferait payer Téhéran justement aux navires qui tenteraient de traverser ce détroit d'Ormuz. Donc tant que la sécurité et la stabilité ne sont pas rétablies de manière pérenne dans la région, les pays du Golfe restent sur leur garde. Merci beaucoup Elisa Cléache, envoyée spéciale au Qatar, général Vincent Desportes. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer les Iraniens reculer eux aussi sur cette fameuse question du péage en sachant tout ce qu'ils ont entrepris depuis plusieurs semaines? Je rappelle qu'il y a carrément un ministère de Hormuz qui a été créé, c'est une autorité, mais on pourrait la qualifier de ministère sur place. Est-ce qu'ils pourraient reculer eux aussi? Non, mais tout ça, la création de cet organisme chargé de contrôler, on est dans un jeu de communication en disant je tiendrai bien, je tiendrai, je lâcherai jamais, etc. Du côté américain, on est monté en puissance, on est monté dans les tours, etc. Tout ça pour parvenir peut-être à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ok, tout ça n'est pas raisonnable, on va se donner du temps au temps. Les Iraniens font ça parce que comme vous le dites, parce qu'ils ont absolument besoin que leur propre port soit débloqué. Donc on est dans la communication politique, une montée en puissance pour parvenir, peut-être était-ce le but, à ce qu'on voit aujourd'hui. Alors je voulais vous revenir un petit peu sur les menaces iraniennes. On en a parlé, on a fait un détour au Qatar à Doha, mais une phrase nous a interpellés. C'est une phrase donnée par l'amiral Vendier. Il était interrogé par Darius Rochebin il y a quelques jours. On rappelle, l'amiral Vendier, c'est le commandant français de l'OTAN. En tous les cas, c'est lui qui dirige. D'un des deux grands commandements stratégiques. Le commandement dit de la transformation, c'est-à-dire de l'évolution, de la préparation de la guerre future. Et il est situé à Norfolk, aux États-Unis. Et effectivement, merci de la précision, général Vincent Desportes, parce que c'est très important de comprendre de qui il s'agit. Et il le disait en amont, oui, les Iraniens sont devenus une menace également pour les Européens. Alors, missiles ou terrorisme, c'est la grande question, mais écoutez l'amiral Vendier, on en parle juste après. En fait, l'Iran a fait sa stratégie, c'était d'étendre le conflit. Donc, ils ont fait des frappes dans tous les pays du Golfe et ils ont frappé, envoyé des missiles, que ce soit jusqu'à Diego Garcia. Donc, quand vous faites des calculs, c'est-à-dire que les capitales européennes, en fait, sont sous la menace balistique. Donc ça, c'est pas du bluff. Effectivement, si on fait le compas, on peut considérer que les capitales européennes peuvent être visées par l'Iran. Oui. Et il y a eu des missiles balistiques qui ont été tirés en direction de la Turquie et qui ont été interceptés par des forces de l'OTAN, en l'occurrence américaines, donc des croiseurs qui étaient en mer Méditerranée, en Méditerranée orientale, et qui ont abattu ces missiles balistiques qui arrivaient sur la Turquie ou Chypre. C'est saisissant ce que nous dit quand même cet amiral Vendier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle menace, c'est notre menace aujourd'hui, Vincent Crouzet, les Iraniens. C'est une épée de Damoclès qui pèsera toujours sur nos têtes si le régime iranien se maintient.
Maintenant, sur la menace purement, pragmatique, il y a 2 missiles qui ont été tirés vers Diego Garcia, un qui s'est abîmé en mer et l'autre qui a été très rapidement intercepté. Il y a 2-3 drones qui ont tangenté Chypre, enfin un qui a visé une emprise militaire britannique, des missiles aussi qui ont touché la Turquie, mais sans faire de dégâts. Donc pour l'instant, ça reste très théorique. Maintenant, c'est vrai qu'on va continuer à vivre avec cette épée de Damoclès, mais surtout les pays du Golfe. Et il y a quelque chose, d'ailleurs, je me demande, stratégiquement pour les États-Unis, finalement, cette région du monde, ça pourrait être une zone de prospérité formidable. Peut-être la première zone de prospérité au monde. Ils ont l'énergie, ils n'ont pas de pression démographique, ils sont au cœur du monde, ils sont à l'intersection de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Et je me demande si les Américains, quelque part, ça ne les arrange pas d'avoir cette zone qui est perturbée. Alors certes, avec de temps en temps des interventions, mais finalement avoir cette zone qui est perturbée, avec les Perses qui continuent à faire la guerre aux nations arabes, finalement ça crée une division pour mieux régner. Parce que sinon, avec la capacité militaire dont nous parlions tout à l'heure, les Américains auraient réglé le problème du régime de la révolution islamique depuis longtemps. Ça paraît être une incongruité finalement, le maintien de ce régime après tant d'années. Regardez, Darius Rochebin nous parlait du compas. On voit ce compas, on vient de le faire. Non, effectivement, on voit que Paris serait dans la zone de tir iranienne de ces plus longs missiles. On rappelle donc ce missile qui avait visé Diego Garcia, qui se situe quand même à plusieurs milliers de kilomètres de l'Iran. Dernière information, vous le voyez, c'est Donald Trump, le président américain, qui s'est exprimé chez nos confrères d'Axios. Vous savez, Axios, c'est un média américain très proche de la Maison-Blanche, notamment avec le journaliste Barack Ravid. Et voilà ce que dit le président américain, c'est du 50-50. Soit je frappe, 50% de chance, soit il y a un accord, mais il se dit très confiant, le président américain. En tout cas, confiant. Le trait n'est pas là, mais je crois que le confiant est le mot adéquat dans sa déclaration. Encore une fois, c'est Magali Barthez, vous nous disiez tout à l'heure qu'on attendait une réaction officielle américaine. Il y avait eu Marco Rubio, cette fois-ci, on ne peut pas faire plus officiel que Donald Trump dans cette... Oui, et Donald Trump, manifestement, qui ajoute qu'il va rencontrer les émissaires pour prendre une décision. Donc, en fait, il laisse planer encore le doute pour les prochaines heures. Est-ce que les Américains signeront ou pas ce document en 14 points qui est sur la table? Rappelons que ce sont les Pakistanais qui sont allés à Téhéran là, ces dernières heures. Donc, ils ont négocié directement avec les Iraniens, et maintenant c'est quand même aux Américains de décider s'ils prennent ou pas, et c'est un peu ce qu'on sent dans les propos de Donald Trump. Mais encore une fois, s'il sent qu'il a une ouverture justement pour essayer d'avancer et se donner du temps, certainement que Donald Trump saisira l'opportunité, parce que, et on le dit beaucoup sur ce plateau, il ne veut pas lui repartir en guerre tout de suite, mais il faut que les Iraniens cèdent sur un certain nombre de points pour qu'il le vende à son opinion publique. Il faut qu'il avale des couleuvres aussi quand même, parce que jusqu'à présent il a dit non, ce sera le nucléaire sera réglé ou je ne ferai rien, et là visiblement il n'en parle plus. Donc il a vraiment besoin des 60 jours là pour passer la période du début de l'été. Le président américain... Et repartir sur des bombardements après le cessez-le-feu et les 60 jours dont nous parlons autour de cette table, reprendre les bombardements, ça sera quand même politiquement sacrément difficile à vendre. Mais qu'est-ce qui sera plus difficile? Reprendre les frappes ou justement céder sur le nucléaire? Parce qu'on se souvient, on les a maintes fois répétées quand même, Stéphane Marchand, les déclarations... Oui, mais les Américains, les lecteurs américains, le nucléaire iranien, c'est loin. Enfin, je veux dire, ça se maquille, ça se raconte. Même malgré toutes les déclarations. Il a d'ailleurs entrepris de le raconter il n'y a pas très longtemps en expliquant que depuis juin 2025, toute la zone où l'uranium est enfoui est protégée et surveillée et monitorée par des caméras. On se croirait un peu dans un film, dans un thriller en quelque sorte. Et donc il a commencé à contourner la réalité. La réalité, c'est son incapacité à résoudre le problème nucléaire iranien en inventant des histoires curieuses. Ouais, le fameux cercle de la mort autour des sites nucléaires. Ça aussi, c'est ce qu'on a entendu ces derniers jours du côté américain, pour en effet dire nous avons le contrôle total de ces fameux stocks d'uranium enrichi, ce qui permet de dire en fait on n'a peut-être pas besoin d'aller les récupérer, puisque quiconque cherche à aller les retrouver sera immédiatement victime des frappes américaines. Le cercle de la mort dont on sait bien qu'ils sont parfaitement ridicules. Voilà,
et réaliste. C'est une façon de vendre à l'opinion publique. Bien sûr, exactement. Mais le problème, c'est que chaque jour qui passe et qui épargne les Iraniens leur permet de reconstituer leur stock missilier, de réorganiser leur chaîne de commandement, de se restructurer politiquement. Et ça, c'est dramatique. Moi, je comprends que les Israéliens soient fous furieux. Chaque jour qui passe, finalement, effectivement, les bombardements pourront reprendre dans 60 jours, mais ils auront reconstitué une capacité de nocivité considérable, notamment contre leurs voisins, contre les États du Golfe. Et je pense que le fait d'avoir lâché le grip le 7 avril était une énorme erreur stratégique. Quand vous dominez le ciel et que vous êtes capable de frapper n'importe où, n'importe comment, vous maintenez la pression maximale sur votre adversaire. Alors c'est vrai, effectivement, vous parlez des pays du Golfe. Est-ce que les pays du Golfe, qui, on le sait, sont en ligne de mire de ces éventuelles frappes de riposte iranienne, est-ce qu'ils accepteraient d'avoir cette question du nucléaire balayée, en tout cas remise à plus tard, 60 jours, 30 jours, Stéphane Marchand, est-ce qu'ils pourraient accepter ça ? D'abord, les pays du Golfe sont assez différents entre eux, mais il y en a un qui pèse infiniment plus que tous les autres, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, qui était au début prévu par Donald Trump pour entrer dans les fameux accords d'Abraham, qui est une sorte de grand marché, de grand business régional, au centre duquel il y aurait les Américains, bien sûr, et éventuellement la famille Trump, et puis Israël et les Arabes qui négocieraient entre eux. Là, depuis la guerre de Gaza et son bilan, Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, ne peut plus, sans rien demander, sans qu'on lui offre rien, épouser et entrer dans une négociation et un rapprochement avec Israël, sans qu'il se passe quelque chose sur la Cisjordanie. Et ensuite, il y a eu un événement très important, c'est le bombardement par les Israéliens au Qatar, dans la capitale du Qatar, parce qu'il y avait des dirigeants du Hamas qui étaient rassemblés à cet endroit-là. D'ailleurs, les Américains avaient immédiatement compris le danger en critiquant sévèrement les Israéliens, mais ça a été un coup de tonnerre en Arabie Saoudite. Et curieusement, c'est peut-être pas lié au niveau de la causalité, mais une semaine plus tard, les Saoudiens et les Pakistanais signaient un accord, un peu de défense mutuelle, même s'il faudrait peut-être entrer dans les détails pour savoir exactement ce que ça veut dire. Et donc, selon cet accord, si on le lit entre les lignes, la garantie nucléaire de l'arme nucléaire pakistanaise est offerte à l'Arabie Saoudite. Ce qui, alors, je ne veux pas l'affirmer complètement parce que c'est encore un tout petit peu flou, mais ça veut dire à quel point la confiance que les Saoudiens mettent dans les Américains, et c'est une confiance énorme depuis 1945, c'est une confiance gigantesque, s'érode mois après mois. Magali Barthez, votre informations sont confirmées parce que Donald Trump vient d'annoncer qu'il rencontrerait Steve Witkoff et Jared Kushner, c'est donc ces émissaires du Moyen-Orient pour négocier dans les prochaines heures et qu'il prendrait une décision d'ici demain. Donc voilà, encore une fois, Donald Trump qui se donne 24 heures. Général Vincent Desportes, question simple. Si demain, Donald Trump décide encore une fois de déchirer ce papier, en tout cas de ne pas le lire en disant ça ne m'intéresse pas, est-ce qu'il n'aura pas d'autre choix que de frapper cette fois-ci ? Écoutez, soit il dit oui, soit il est acculé, là, il est acculé. Soit il accepte, soit il refrappe. Mais avec, on sait bien qu'au fond, il peut pas frapper. On l'a dit, il a absolument besoin que ça s'arrête pendant un certain temps. Donc moi, je crois qu'il va avaler les couleuvres. Et puis peut-être lui a-t-on expliqué que les négociations, ça prend du temps. Finalement, le JCPOA, il a été négocié en 2015 et 2019, c'est ça, avec jusqu'au moment, non plus que ça, non très longtemps avant 2015. Ça a duré du temps. Et donc, n'oublions pas que dans la tête de Trump, tout est à acheter et tout est à vendre. Et peut-être même que la bombe atomique iranienne est à acheter et à vendre. On sait bien que les gardiens de la révolution, ce qui les motive, c'est probablement un tout petit peu d'idéalisme religieux, mais beaucoup plus des affaires d'argent. Donc, il n'est pas impossible qu'ils pensent qu'ils puissent y arriver autrement. Et moi, j'en suis persuadé. De toute façon, il n'a pas intérêt. Moi, je ne pense pas qu'il puisse parvenir en un nouveau ou en 2 nouveaux mois de frappe autre chose que ce qu'il a obtenu aujourd'hui. L'Iran est prêt à tenir, l'Iran veut tenir, et je pense que les gouvernants iraniens se fichent complètement de la souffrance de leur peuple. Ils l'ont déjà montré, et eux-mêmes souffriront moins que leur peuple. Donc je pense qu'ils sont capables d'endurer. Je pense que Trump a compris que dans cette affaire-là, il vaut mieux trouver une autre voie que la voie de la violence qui en elle-même n'est pas puissance, on l'a vu. Qui sortirait gagnant aujourd'hui si un accord était trouvé dans les prochaines heures ? Quand j'écoute le général Vincent Desportes, j'ai quand même le sentiment que l'Iran
tirerait son épingle du jeu par rapport à la situation de l'avant-guerre, Vincent Crouzet? On a l'impression que c'est l'Iran qui pilote et maîtrise l'agenda. En tout cas, Trump a donné l'occasion aux dirigeants iraniens de se détendre il y a quelques minutes en reprononçant les noms de Steve Witkoff et Jared Kushner. J'imagine que j'entends d'ici là l'éclat de rire de Laraqchi et de Ralibaf qui doivent se frotter les mains en disant les voilà, nous allons les retrouver puisqu'ils les ont roulés dans la farine pendant des mois. Donc c'est un très mauvais signal pour la résolution de cette crise et pour la planète en général. Il ferait mieux de mettre Rubio sur le coup, qui était vraiment placé sur la touche, qui était mis sur la touche de ces négociations. Je rappelle que c'est J.D. Vance qui a mené donc la délégation américaine de très haut niveau qui s'était rendue à Islamabad. Il serait peut-être temps de mettre de vrais diplomates et des professionnels dans le coup. Magali Barthès, même question posée au général et à Vincent. Qui ressortirait gagnant selon vous aujourd'hui de la séquence? Pour le moment, les Iraniens, peuvent dire qu'ils ont tenu tête quand même à la puissance américaine et israélienne, ce qui est considérable en fait. Après, il faudra regarder dans le détail de ces négociations sur la question du nucléaire. Si les Américains obtiennent en effet quelque chose, est-ce qu'un renoncement à l'enrichissement d'uranium, ça paraît très très compliqué à imaginer du côté iranien. La question du stock de l'uranium enrichi, elle reviendra à un moment dans la discussion, puisque l'idée c'est quand même là de décider d'un arrêt de la guerre pour ouvrir une période de négociation. Donc il faudra voir à la fin de cette période de négociation la vérité des prix. Mais c'est vrai que pour l'instant, on sent tellement que Donald Trump veut s'arrêter qu'il trouvera une façon de l'habiller pour le grand public en expliquant qu'il a obtenu certainement un deal extrêmement avantageux. Ce ne sera pas forcément le cas et il faudra rentrer dans le détail. En tout cas, je voulais juste rappeler que les illustrations qu'on voit de cet uranium enrichi iranien, il s'agit encore une fois d'intelligence artificielle, c'est de la reproduction et ça a été fait par les graphistes de 24 heures Pujadas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, évidemment. Encore une fois, la dernière déclaration, le président américain qui annonce que c'est du 50-50 dans ces prochaines heures. Soit il mène des nouvelles frappes contre l'Iran, soit un accord est trouvé après les avancées diplomatiques ces dernières heures. Je voulais évoquer avec vous, avant de terminer ce grand dossier, la question de Cuba. Parce qu'évidemment, la question de Cuba, elle est sur toutes les lèvres depuis plusieurs heures également, parce que on sent quand même que c'est peut-être le prochain objectif de l'administration Trump après le Venezuela et après cette question iranienne qui pour le moment n'est pas finie. Je voulais juste qu'on écoute le président Donald Trump qui s'exprimait sur la question il y a quelques heures. Écoutez Donald Trump. Ils n'ont aucun moyen de subsistance. Ils n'ont ni nourriture, ni électricité. Ils n'ont absolument aucune énergie. Mais ils ont des gens formidables. J'ai tellement d'amis cubains, surtout à Miami, en Floride. Ce sont des gens et des entrepreneurs incroyables. J'espère qu'ils voudront vivre ici, mais ils veulent retourner à Cuba. Peut-être qu'ils investiront. On verra bien ce qui se passera. Nous libérons Cuba. Allez-vous vous en prendre à Raúl Castro comme vous l'avez fait avec Maduro? Je ne vais pas dire ça. Alors évidemment, dans la séquence, c'est du Donald Trump, dans la façon de parler, mais libérer Cuba, on a le sentiment d'entendre ce qu'il disait, ce que le président américain disait il y a quelques mois maintenant, avant janvier, lorsqu'il parlait du Venezuela. Est-ce qu'on peut se retrouver dans un même scénario, Stéphane Marchand? Il y a une petite différence, c'est que Cuba, en ce moment, c'est une véritable tragédie humanitaire. C'est un pays de 11 millions d'habitants. Je lisais tout à l'heure que le salaire moyen ne permet pas d'acheter un carton de 30 œufs, qu'il n'y a pas d'électricité pendant 22 heures par jour, qu'il n'y a pas d'eau courante pendant une dizaine d'heures par jour. Et par conséquent, j'ai l'impression que au cours des derniers jours, ce qui inquiète le plus les Américains, c'est une catastrophe humanitaire complète, avec fuite massive de réfugiés vers leurs côtes, au point que ils ont promis des aides très importantes au gouvernement cubain pour distribuer à la population, en insistant sur une condition, que ça soit distribué par l'Église catholique. Je pense que c'est J.D. Vance qui a eu cette idée. Elle n'est pas mauvaise d'ailleurs en soi, hein, mais je trouve que la situation est à cet égard assez différente de celle du Venezuela.
Alors évidemment, les Américains utilisent aussi un prétexte pour pouvoir justifier cet objectif cubain, en tous les cas une éventuelle intervention militaire, diplomatique. Pour le moment, ça reste encore un peu flou. Rebecca Blanc-Lelouch, vous nous avez rejoint. Bonsoir Rebecca, parce que d'après les renseignements américains, d'après les informations, Cuba serait aujourd'hui devenu un nid d'espions, à la fois russe et chinois. Ça se situerait à 200 km à peine des côtes américaines. Oui, la Chine et la Russie ont considérablement développé leurs effectifs, leurs opérations d'espionnage sur l'île, triplant quasiment leurs effectifs depuis 2023, selon des sources officielles. Et Washington affirme que plusieurs bases d'écoute électronique sont installées à Cuba. Plus précisément, cela s'appelle des stations d'interception électromagnétique, comme vous nous l'avez indiqué tout à l'heure. En clair, ce sont des centres capables d'intercepter des communications, des données militaires, des échanges radio ou des activités maritimes américaines. Et le point clé ici, c'est leur localisation. Il faut savoir que Cuba se trouve à seulement 90 miles, environ 145 km, comme vous le voyez, des côtes américaines, de la Floride. Et certaines de ces stations se trouvent près de la capitale cubaine, de la Havane, ou à Bejucal, plus au sud. Et ces lieux sont donc sous la surveillance des services américains depuis longtemps. Concrètement, selon les évaluations, sur les 18 sites de renseignement recensés, la Chine exploiterait aujourd'hui 3 stations d'espionnage sur l'île, la Russie en utiliserait 2 autres, et plusieurs de ces bases seraient opérées conjointement avec les services cubains. Et alors, quel est l'objectif de ces installations ? Eh bien, surveiller les activités militaires américaines dans le sud des États-Unis, et surtout 2 commandements stratégiques dont on parle très régulièrement ici évidemment, le Southcom qui supervise les opérations américaines en Amérique latine, qui lui est basé à Miami, et puis le CENTCOM à Tampa qui pilote en partie des opérations au Moyen-Orient. Les Américains disent aussi que ces stations d'écoute surveillent les lancements spatiaux, les mouvements de navires, certaines communications militaires dans la région. Donc en réponse, Washington a fortement augmenté sa propre surveillance autour de Cuba. Par exemple, depuis février, les États-Unis multiplient les vols de drones et d'avions espions autour de l'île. Selon le Wall Street Journal, plus de 150 heures de vol de surveillance ont déjà été effectuées ces derniers mois. Donc voilà une montée en tension entre Cuba et les États-Unis qui nourrit désormais la rhétorique très offensive de Donald Trump. Merci beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch. Je me tourne vers l'espion de ce plateau, Vincent Crouzet. C'est une vraie menace ou c'est un prétexte américain pour pouvoir justifier une éventuelle opération ? Non, mais Rebecca a presque tout dit. C'est une vraie menace. Imaginez-vous bien que sur la station d'interception électromagnétique de Lourdes, qui est managée par les Russes, il y a 1000 à 1500 techniciens, ingénieurs et agents russes qui sont présents. Et à partir de cette base de Lourdes, 50 à 70% du renseignement électronique ou électromagnétique russe sur les États-Unis est récolté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme d'informations et de renseignements que cela suppose. En plus, c'est une zone qui est extrêmement sensible, comme le disait Rebecca, Southcom, CENTCOM, Cap Canaveral, toutes les données de la NASA, mais aussi les activités de Donald Trump à Mar-a-Lago. Donc c'est un sujet extrêmement sensible pour les Américains. Alors maintenant, il ne faut pas non plus trop surestimer les capacités et les résultats de ces stations d'écoute. Par exemple, elles n'ont nui en rien aux activités militaires américaines à l'encontre du Venezuela il y a quelques mois. Les Américains, on peut faire ce qu'ils voulaient sur la zone, malgré cette surveillance électronique et éventuellement le partage de données aux Cubains et aux Vénézuéliens. Général Vincent Desportes, aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on écoute Vincent Crouzet, c'est une affaire très sérieuse quand même. On parle quand même là d'une menace à moins de 200 km des côtes américaines. Concrètement, aujourd'hui, j'imagine que Donald Trump, l'armée américaine, n'aurait aucune difficulté à prendre possession, alors peut-être pas forcément l'objectif, mais en tous les cas mener une opération terrestre sur le sol cubain. Alors aucune difficulté, restons raisonnables. Hein. On voit bien que la force militaire en elle-même ne résout pas tout. Effectivement, Cuba n'a absolument rien à voir avec l'Iran, et puis on sait que ça fait quand même des années que les États-Unis cherchent à affaiblir Cuba, qui est effectivement affaibli, et là peut-être avec une grande majorité de la population qui
accueillerait des libérateurs américains. Pour l'Amérique, l'Iran tombe en 79, Cuba ça tombe en 59. Donc c'est un caillou dans la chaussure américaine depuis bien longtemps. Et c'est effectivement je sais pas si c'est un nid d'espion, mais enfin c'est un espion si près que les Américains ont toujours cherché à régler ce problème-là. Je pense que si l'occasion s'en présente de manière raisonnable, eh bien je pense qu'ils le feront. Magali Barthès, pourquoi aujourd'hui ? Parce que de ce que nous disait Général Vincent Desportes, ça fait des années que ça existe, c'est pas nouveau. Cuba, on sait que c'est une base arrière. Une base arrière commune. Enfin, on se souvient on va pas revenir en arrière à l'époque des années 60, la baie des cochons, etc. Mais voilà, c'est pas nouveau. Pourquoi aujourd'hui d'un coup ? Alors, il est certain que Cuba revient vraiment en tête des gros titres de la presse américaine, des médias américains. Et manifestement, ce que veut l'administration Trump, c'est qu'on reparle en effet de Cuba en ce moment. Donc, on a ces informations qui sortent sur le fait que les Russes et les Chinois écoutent davantage qu'avant. On a cette semaine encore des informations selon lesquelles depuis le début de l'année, depuis plusieurs mois déjà, les Cubains ont acheté des drones aux Iraniens et aux Russes, des drones qu'ils auraient à lire les médias américains disséminés sur le territoire cubain et qui pourraient menacer justement directement les côtes de Floride qui se trouvent à 150 km. Donc oui, il y a une volonté du côté de l'administration Trump de faire fuiter un certain nombre d'informations, de remettre cette question cubaine en haut de l'agenda, peut-être parce qu'une crise chasse l'autre aussi. Et on voit bien à quel point Donald Trump dit, au retour de mon groupe aéronaval du Moyen-Orient, il s'arrêtera devant les côtes cubaines et à ce moment-là, Cuba tombera comme un fruit mûr. Évidemment, Donald Trump veut laisser sa marque dans l'histoire et obtenir que Cuba tombe, ce serait une victoire immense. Et c'est en plus l'obsession de Marco Rubio, son ministre des Affaires étrangères. Et puis il y aura une logique sur Cuba. Les Américains ont dit dans leur grande revue stratégique d'il y a quelques mois, nous voulons virer la Chine de l'hémisphère occidental. Ça c'est clair et précis. Ils ont commencé avec le canal de Panama. Je ne sais pas s'ils ont tout à fait réussi, mais en tout cas, ils veulent empêcher les deux sociétés qui contrôlent l'entrée et la sortie du Panama de continuer à le faire, parce qu'elles sont de Hong Kong, donc chinoises. Ensuite, Maduro, grand ami des Chinois à qui ils vendent du pétrole. Et donc que Cuba vienne ensuite est tout à fait naturel. Merci beaucoup d'avoir animé le grand dossier avec moi. Merci Général Vincent Desportes, merci Stéphane Marchand, merci Vincent Crouzet, merci Magali Barthès. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Yves Calvi qui reviendra bien sûr sur ces dernières déclarations et les choses qui avancent du point de vue de la diplomatie avec ces déclarations iraniennes et américaines sur un éventuel plan de négociation. Je rappelle que le grand dossier, vous pouvez l'écouter également en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, vous choisissez, vous tapez le grand dossier et vous avez accès à toutes les émissions de la semaine, du week-end. Donc allez-y et ne vous en privez pas. Merci d'avoir été là.